Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir Marie Fugain pour ce nouvel épisode de Fortitude. Marie est comédienne depuis toujours, et ce n'est pas une façon de parler. Elle décroche son premier rôle à l'âge de 7 ans. À 16 ans, elle joue aux côtés de Kirk Douglas, et s'ensuivra une carrière prolifique, notamment dans des séries que nous connaissons tous. Élevée dans une famille d'artistes, elle se présente comme une troubadour, toujours prête à chanter, à danser ou à se déguiser. Marie a un sourire, un rire et un humour particulièrement contagieux. Elle rayonne, tout simplement. Mais la vie a cherché à éteindre cette lumière, en lui enlevant sa petite sœur, Laurette, morte d'une leucémie à 22 ans. Marie nous raconte cette épreuve si douloureuse, si désespérante, un drame qui pourrait retirer tout sens à la vie. Comment peut-on en effet trouver la force et l'énergie quand une jeune fille, au début d'une existence si prometteuse, est fauchée en quelques mois à peine? Son père l'a dit d'ailleurs. Il est mort une première fois avec sa fille. Marie le dit aussi à sa façon. On m'a retiré un poumon. Mais Marie n'est pas du genre à abandonner ou à s'apitoyer. Esselée dans sa douleur, elle apprend, comme elle le dit, à apprivoiser le manque. Elle livre le combat contre la leucémie aux côtés de sa mère, qui a monté l'association Laurette Fugain en quelques mois à peine après le départ de sa fille. L'écriture d'un livre aide aussi Marie à se reconstruire, notamment en exprimant ses vérités, sans détour, sans posture. Marie ne nous donne pas qu'une leçon de résilience, elle nous donne des leçons d'intelligence de vie, d'honnêteté et de détermination. Alors en l'écoutant, certains vont rire, d'autres pleurer, mais tous vont entendre la même chose, les battements d'un cœur qui vit, envers et contre tout. Bonjour Marie. Bonjour Nicolas. Marie Fugain, je suis absolument ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce 17e épisode de Fortitude. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter en quelques mots. Tu as aujourd'hui 48 ans, tu es mère de 2 enfants et tu es comédienne. Ce que j'ai découvert, c'est que tu as commencé ta carrière très très jeune puisque tu as tourné dans ton premier téléfilm à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, en fait. Alors ça Ouais, m'a échappé. ouais, j'ai commencé à l'âge de 7 ans dans un film de Moïse Mizrahi qui s'appelait La vie continue avec, Jean-Pierre Cassel et Annie Girardot, et j'avais un tout petit rôle et c'était vraiment, vraiment un tout petit rôle. Donc, alors, du coup, tu as commencé encore plus jeune, donc à Ouais, 7 ans. Tu as eu, ce qui est quand même assez remarquable, un rôle dans un film à 16 ans aux côtés de... Non, à 18 ans aux côtés de Kirk Douglas. non, à 16 ans, tu raison. 16 ans, Kirk Douglas quand même. Ouais, C'était... Kirk Douglas, ouais. Ça c'était assez incroyable. J'ai passé 3 mois avec Kirk, dans les Pyrénées. On a tourné en français et en anglais. Le film est sorti aussi en Espagne puisque je suis allée faire la promo là-bas avec lui. Donc j'étais hyper contente de le retrouver. J'ai eu 3 mois extrêmement privilégiés avec la personne la plus avec une légende et qui a été la personne la plus humble que j'ai rencontrée dans toute ma petite carrière à côté de la sienne évidemment, et qui m'a donné, qui m'a le plus donné, voilà. J'ai passé 3 mois extraordinaires et il m'a dit: «Je veux que tu me voles tout. Je veux que tu prennes tout ce que tu peux prendre». Et en fait, évidemment, il parlait du jeu, de la comédie et tout ça, et j'allais sur le tournage tous les jours, même quand je tournais pas. C'était l'année de mon bac français que j'ai bien planté, et hem et puis, et lui venait aussi quand il tournait pas. Il venait nous voir, et ce que personne ne fait, hein. C'est-à-dire que quand tu as un acteur qui tourne pas, en général, il se barre, et lui, il venait, et j'ai passé 3 mois extraordinaires. J'oublierai jamais, j'ai fêté mes 17 ans sur le tournage. Il est venu, il m'a écrit une lettre, magnifique que j'ai évidemment encore, et voilà, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir donné un peu de lui. Ça a été une parenthèse enchantée dans ma vie. Tu as eu une très très riche carrière à la télévision dans des séries que nombre d'entre nous connaissent bien, hein, comme Mister Moulin, Navarro, Navarro, ouais. Un gars, une fille, Joséphine Ange Gardien, Julie Lescaut, Plus belle la vie, enfin bref, j'en oublie bien évidemment. Mmh. Mais donc, voilà, tu as une très très forte présence à la télé. Et alors du coup, Mmh. j'ai envie de te poser la question, c'est quoi la vraie différence entre le cinéma
et la télé quand tu es comédien. Comment tu as vécu les 2 expériences et comment tu expliquerais les différences? La télé, ça tourne très vite et puis, puis la télé, une fois que tu y as mis les pieds un petit moment, bah, tu tu vas plus au cinéma. Voilà, on va sans langue de bois, c'est ça, en fait. Tu es plus casté pour le cinéma. Tu es un Tu peu cons catalogué. Ah bah, tu les castings de cinéma, ne te voient plus puisque tu es que considérée comme une actrice de télé et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Tu as commencé très jeune, on l'a Mmh. entendu, mais finalement, qu'est-ce qui t'a amené à la télé, au cinéma, à la comédie aussi jeune? C'est l'influence de tes parents? C'est ta propre initiative? C'est le hasard? C'est quoi? Moi, je voulais me déguiser, en fait. J'ai grandi avec les costumes du Big Bazar et je voulais me déguiser. Je voulais pouvoir faire plein de, les déguisements pour moi, je voulais faire plein de rôles différents pour faire plein de métiers. Je voulais pas avoir un seul métier et me déguiser et faire plein de rôles différents, c'était pour moi faire plein de métiers différents. Je voulais pas avoir un seul métier. Alors au départ, je voulais être cow-boy, hein, donc c'était compliqué comme métier, mais je voulais être la 8e mercenaire parce que c'est mon film préféré. Je voulais être avec, Steve McQueen, Yul Brynner, Charles Bronson, voilà, je voulais être la 8e et et en fait, je m'étais dit: «Bah, si je veux faire tous les métiers, il faut que je fasse actrice parce que je peux être maîtresse, je peux être flic, je peux être médecin, je peux être avocate, je peux être tout. Donc le seul métier que je peux faire, c'est actrice pour faire tout ça. Sinon, j'aurais pas assez d'une seule vie. Donc je vais être actrice» et voilà. Donc je voulais être actrice pour faire tous les métiers du monde. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là aussi, je me dois cette précision pour, ceux qui peut-être ne te connaissent pas ou donc, effectivement tes parents sont des artistes et notamment ton père qui est un chanteur de variété française très très connu, enfin, en tout Mmh. cas, pour, certaines générations, peut-être moins, aujourd'hui et qui a, bien évidemment, des titres, énormissimes, hein, comme Une belle histoire ou Fait comme l'oiseau. Mmh. Donc, oui, effectivement, tu as baigné, dans un milieu, dans une ambiance, artistique, ce qui est forcément pas totalement étranger à ces premières impulsions qui étaient les tiennes. Ah ouais, j'ai baigné Heu, dans un monde où en fait, je voyais mes parents parce qu'ils étaient les 2 sur scène, un peu en hauteur avec des gens qui les écoutaient, qui chantaient, qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles et qui prenaient du plaisir à les écouter et voilà, qui étaient heureux. Donc je me disais: «Waouh, en fait, des gens viennent les voir pour être heureux» et je dis: «C'est génial, quoi. Moi, je veux rendre les gens heureux aussi». Alors il se trouve que je fais pas exactement la même chose, mais j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de donner aussi, j'avais envie de faire un truc un peu pareil, quoi. alors vous êtes une famille de c'était 5, vous êtes 3 enfants, Mmh. tu es l'aîné. Ouais, Ensuite, donc il y avait ta sœur, ma sœur. Laurette qui Mmh. était 7 ans plus jeune, c'est ça? 6 ans, ouais, 6 ans plus jeune. 6 ans plus jeune et ton petit frère, Alexis. Alexis, ouais, Alexis, qui a Heu 20 ans de moins que moi. et c'est vrai qu'à l'époque, bah, du fait de la carrière, de tes parents, de succès de les succès de ton père notamment et cetera, vous avez été, mis un peu en première ligne, enfin vous étiez une famille assez visible. Oui, oui, on était une tribu que les gens aimaient, qui faisait un peu partie, on faisait un peu partie de la famille de tout le monde, en fait. On était, oui, c'est ça, les gens aimaient nous aimer. En fait, c'est Je crois que tu un avais une expression, tu dis c'est pas toi qui disais la famille rigorée, quelque chose ouais, comme c'est ça? ça, c'est ça. Non, parce que j'avais cette expression quand, on devait faire les photos, le mercredi ou ouais, c'est souvent le mercredi parce que on n'avait pas classe moi, au lieu d'aller jouer avec mes copines, on faisait les photos ricorées et ce qui était, de temps en temps un peu embêtant pour moi parce que j'aimais bien aller aux anniversaires, enfin, il y avait pas toujours des anniversaires, mais parfois c'était un peu pesant, mais il y avait de temps en temps un petit peu
du du chantage avec les journalistes faisaient un peu du chantage de temps en temps. «Non, il nous faut les enfants, machin», puis, bon, on joue le jeu une fois, 2 fois, puis la troisième fois, on se dit: «Ah, moi, j'aimerais bien aller avec mes copains parce que les photos ricorées, ça va, quoi». Mais ça fait partie aussi, ça fait aussi partie du truc, quoi. Ça fait partie. C'est une vie particulière, c'est une vie particulière. Mais en même temps, ce qui est très, très drôle et à la fois, particulier pour nous 3, c'est qu'on n'a pas eu le même père, en fait. Enfin si, on a eu le même père, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas vécu les mêmes périodes. Moi, j'ai vécu la période très, 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 très haute de mon père, c'est-à-dire le grand, vraiment le succès du Big Bazar, la grande, période faste. Laurette a vécu après la période où, c'était un peu moins bling bling, la grande tournée et tout. Il y a eu un moment où ça a été vraiment la traversée du désert. Donc elle l'avait beaucoup plus à la maison. Moi, il était tout le temps sur les routes, puis moi, j'étais souvent avec eux sur les routes aussi. Et puis, Alexis, c'était après, il était petit quand, Laurette est tombée malade. Donc on a eu vraiment 3 périodes différentes de notre père. C'est très bizarre. Il y a des gens qui ont, un père et ils ont le même père tout le temps, quoi, les mêmes parents. Ils ont le même boulot, le père a le même boulot tout le temps. Nous, c'est très particulier. C'est très, ça a été peut-être que c'est souvent ça avec les artistes qui ont des périodes différentes ou des parents tout simplement qui ont plusieurs boulots dans leur vie et c'est pas forcément la même ambiance et la même énergie tout le temps. Mais ça a vraiment été ça pour nous, en fait. 3 ambiances différentes avec la même personne. C'est 3 énergies différentes et 3 contextes très différents. Des 3 enfants que nous étions et moi j'étais beaucoup plus, easy going, je beaucoup plus, tempérée et calme et tout ça et Laurette était beaucoup plus rentre dedans. Alexis, c'est la Suisse. Alexis, c'est Alexis, c'est la Suisse. J'ai jamais vu ça de ma vie. Parfois, je vais le voir pour avoir des conseils alors qu'il a 20 ans de moins que moi. Mais Laurette, c'est celle qui me disait: «Mais bordel, mais rebelle-toi quoi, vas-y, rentre-leur dedans de temps en temps» et elle me faisait rire parce que je dis: «Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Elle me dit: «Mais réponds-leur» et je dis: «Mais non, non, enfin, je vais pas non, c'est nos parents». Elle me dit: «Mais c'est pas possible, tu es vraiment une poule mouillée». Je dis: «Ah bon, bah, donc apparemment moi j'avais genre 0, voilà» et elle se prenait beaucoup plus la tête avec lui dans cette période où il était à la maison et voilà, il était pas dans sa grande période et moi forcément je l'avais vu dans quand il était au meilleur de lui-même donc bah, j'avais pas grand chose à dire et pourtant il était pas spécialement là pour moi comme père. Tu vois? C'était, Mmh. alors que notre mère était tout le temps là pour nous. Elle était à la fois artiste sur scène, mais le rôle de mère, elle l'a joué parfaitement du début à la fin. C'est super intéressant en fait. Mais bon après, tu sais, il y a aussi le côté artiste, je suis dans ma bulle, j'en sors pas, ma bulle c'est me ma bulle, ma grotte, oh je peux pas, je suis dans ma bulle. Enfin bon. Je je suis rentrée un peu en conflit de temps en temps avec ça aussi. Alors justement, Laurette, donc ta jeune sœur, vous étiez très, très proches. Parce Ouais. que, enfin, c'était quasi fusionnel, non? Ah ouais, c'était, 6 ans. Alors, je te cache pas que quand elle avait 12 ans et que j'avais 18 ans, elle me pompait un peu l'air, hein, il y a eu des moments, j'en pouvais vraiment plus. Elle elle était vraiment chiante et puis il y a eu un voilà, après, on s'est rapprochés, on a habité ensemble, elle était, elle est partie avec des secrets qu'elle seule sait. Elle est mon étoile, à tout jamais. Elle était tout pour moi. D'ailleurs, elle m'a choisie pour partir. C'est avec moi qu'elle est partie. Et j'ai mis longtemps à comprendre parce que alors moi je suis totalement agnostique, hein, je ne crois en rien, je crois en des choses, mais je ne crois pas en Dieu ni rien, je suis pas baptisée, je suis rien du tout. Mais ce cadeau-là, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était vraiment un cadeau qu'elle m'avait fait.
il existait un lien très, très fort, très, très fort. C'est, j'ai vraiment perdu j'ai vraiment perdu un bout de mes poumons, quoi. J'ai perdu un poumon quand elle est partie. Ah oui, pour ceux qui nous écoutent, Elle est partie d'une encore, leucé ouais, elle est morte voilà, d'une leucémie, ça va faire 20 ans dans dans 2 mois, non? dans 2 mois, ouais. Ouais. Et qui a été diagnostiqué en juillet 2001. Comment vous l'avez diagnostiqué? Comment vous en êtes aperçu, en fait, heu, au début? Comment ça s'est manifesté? Quels étaient les symptômes? En fait, la leucémie, donc c'est un cancer du sang, il y a eu, en juillet 2001, elle était à la maison avec ma mère, moi j'étais où? J'habitais à Boulogne, à Boulogne-Billancourt à l'époque. Et puis, elle dormait et puis elle s'est pas sentie bien, elle avait soif, elle arrivait pas à dormir, elle se sentait pas bien et le lendemain, ma mère, va chez le médecin avec elle et il lui prescrit une prise de sang et nous, on habite un petit village depuis très longtemps, le même village et puis, elle va faire sa prise de sang et le monsieur du laboratoire appelle le médecin et il lui dit, non, il lui envoie les résultats et le médecin lui dit, rappelle le labo en disant, «Vous vous êtes trompé là pour les résultats de Laurette Fugain, vous m'avez envoyé des résultats, mais c'est les résultats d'une leucémie». Et le type du labo dit: «Oui, je sais, je suis désolé, mais je c'est ça». Et donc il lui dit il l'envoie faire un myélogramme, c'est une ponction et en fait, donc elle va faire une ponction et quand on a eu les résultats, elle est allée immédiatement, à l'hôpital Saint-Louis à Paris et elle a été, immédiatement prise en charge pour une chimiothérapie et en fait, le problème de Laurette, c'était qu'elle était chimio-résistante, donc la chimio ne faisait rien. Donc très, très vite, elle a dû, faire une greffe. Sauf que la greffe n'a pas fonctionné. Enfin, la greffe a fonctionné, mais elle a fait ce qu'on appelle, bon, je synthétise, hein, parce que c'est sur 10 mois, elle a fait ce qu'on appelle une GVH, c'est-à-dire que le greffon contre l'autre, elle a fait une GVH intestinale et que c'est parti en cacahuète très, très vite et elle a fait une hémorragie et voilà. En fait, la greffe a pris, mais son corps a rejeté le tout et puis voilà, c'était terminé. Elle a fait, des convulsions à la fin. Elle a fait une hémiplégie et puis son corps a lâché parce qu'au bout de 10 mois, elle en pouvait plus et puis voilà et ça a fait en 10 mois et quelques jours, c'était fini en fait. Donc ça a été fulgurant, il y a eu des moments où ça allait mieux, on y a cru jusqu'au bout et j'ai appris par la suite en parlant avec les infirmières elle avait demandé, si, elle avait abordé le sujet d'être aidée à la fin, à partir. Elle avait demandé si ça faisait mal, elle avait posé des questions en fait, heu et elle en avait vraiment marre en fait. Ça, elle nous en avait jamais parlé à nous et elle savait pourquoi elle nous en parlait pas, hein, elle savait très bien qu'on n'aurait jamais accepté et pourtant avec le recul maintenant, j'aurais compris parce elle était au bout de son corps, en fait. Elle avait tellement subi. En plus, elle a eu, une maladie nosocomiale sur les poumons, donc on a été obligé de lui retirer un bout du lobe du poumon. Enfin, elle a été usée jusqu'au bout, quoi. Son petit corps, c'était fini. Il en pouvait plus. Donc voilà, si elle était restée, si elle avait survécu, elle aurait fait elle-même l'association Laurette Fugain, elle l'aurait menée mais bon, ça s'est passé autrement, c'est comme ça, c'est comme ça la vie. De toute façon, quand on n'a pas de pouvoir sur les choses, de contrôle, ben, c'est pas la peine de se battre contre des moulins à vent donc c'est comme ça. La vie, c'était comme ça que ça devait se passer donc faut l'accepter.
On t'a dit au cours d'un entretien, quand tu racontais cet épisode extrêmement douloureux, bien évidemment, Mmh. tu as dit cette phrase que je trouve absolument sublime. Elle m'a offert son dernier souffle. Et Ouais, ouais, parce que j'étais avec elle quand, donc quand elle est partie. On faisait des relais, et je suis remontée, j'avais fait une pause avec mes meilleurs amis qui étaient venus et je suis remontée, je me suis donc je me mets à côté d'elle et je lui dis, «Ben, si tu as besoin de quelque chose, voilà, je suis à côté, tu lèves la main». Enfin, on fait toujours un peu d'humour parce que j'avais une phrase comme ça qui disait, «L'humour est la politesse du désespoir». Donc dans ces cas-là, forcément, tu es très poli et je m'assieds à côté d'elle et puis, je me base donc sur sa respiration et puis, se passe, je pense, je sais pas, 5-10 minutes. Je feuilletais un magazine, évidemment, dont je ne regardais absolument pas, ce qu'il y avait dedans puisque j'étais incapable de lire et puis au bout de, ouais, 5-10 minutes, je n'entends plus que ma respiration et je bondis sur son lit et en même temps que je lui demande, je dis: «Non, non, non», je lui dis: «Non, non, tu me fais pas ça, tu me fais pas ça» et je lui dis de je et en même temps que je lui dis: «Reviens», je lui dis: «Non, tu m'abandonnes pas, tu reviens tout de suite» et je sais au fond de moi qu'elle est partie, qu'elle part. Je lui dis, à la limite, c'est presque, une fille, tu vois, une phrase toute faite que je lui dis: «Reviens», mais je sais qu'elle est partie et parce que c'était évident que ça allait se finir comme ça et et là, je vois cet énorme bouton rouge sur lequel on a blagué pendant des mois avec ma sœur en bouffant des bonbons, en se disant: «Viens, on appuie dessus pour déconner avec les infirmières» parce que, de toute façon, je passais ma vie à l'hôpital. J'étais sur le tournage de Navarro et puis, le soir, je venais dormir dans la chambre sur le fauteuil ou par terre sur un matelas qu'on avait amené et je vois ce putain de gros bouton rouge et je me dis: «J'appuie dessus» et les filles arrivent tout de suite et je leur montre, enfin bon, elles savaient très bien pourquoi j'avais appuyé dessus et puis voilà, puis tout se passe super vite et en même temps tout au ralenti, puis je me dis: «Oh, ce moment si redouté est là, quoi» et puis le deuxième moment redouté, ben, c'est ce coup de fil qu'il faut que je passe à mes parents et là, c'est c'est l'enfer, c'est qu'est-ce que je dis? C'est quels sont les mots que je vais prononcer et qui vont même pas sortir de ma gorge. J'ai même les cordes vocales m'ont abandonnée comme ma sœur vient de m'abandonner, en fait. Il y a plus rien. Je suis morte à l'intérieur, mes cordes vocales ont foutu le camp, j'ai plus rien. Voilà, tout est HS et et il faut que je fasse, c'est comme si mon téléphone d'ailleurs faisait le numéro, j'étais en autopilote, en fait. Et j'appelle ma mère, je dis juste: «Il faut que tu reviennes». J'appelle mon père, je dis: «Il faut que tu reviennes». Voilà, je dis juste ça, j'ai rien d'autre à dire et je vais me remettre dans la chambre. Je glisse mes mains sous la couverture pour, j'attrape juste la je pose mes mains sur la cuisse de ma sœur, en fait et je veux juste les mettre là pour pas qu'elle ait froid, en fait, alors que je suis glacée à l'intérieur. Je j'ai même c'est même moi qui ai plus froid qu'elle et et je pose juste mes mains pour pas qu'elle ait froid, mais à la limite même pour pas qu'elle parte, tu sais, au cas où elle veuille, et j'attends et je me souviens que j'ai, celui qui allait être mon mari qui est là aussi dans la pièce et qui pose ses mains sur moi, sur mes épaules et je à ce moment-là, je ne supporte pas ses mains. Il a ses mains sur mes épaules et le pauvre, il y est pour rien. Mais je ne supporte pas à ce moment-là qu'on me touche. Je voudrais être toute seule avec elle. Je ne supporte pas le contact de quelqu'un sur moi. Je voudrais que tout le monde se barre. Je voudrais être seule au monde avec elle et qu'on ne me vole pas à ce moment-là. Et puis voilà, petit à petit, ma mère revient, on évite de faire rentrer mon frère dans la pièce, on met un chèche, autour du visage de ma sœur parce que, on pour éviter que mon frère ne voit, voilà le visage. En fait, on cache un tout petit peu le visage de la mort sur elle
l'ombre de la mort sur elle et on met un foulard, bleu ciel comme, les nuages ou le cie enfin les nuages sont blancs, mais le ciel sur elle et qui est maintenant sa demeure. On dit que c'est sa demeure et puis voilà, après tout le monde va revenir, les amis et puis mes amis à moi et puis en fait, ça va être un moment surréaliste pendant des heures et des heures et puis voilà, puis la vie va apparemment la vie va continuer, pas pour nous tout de suite, mais c'est vraiment un moment tellement particulier. Là, le mot surréaliste est vraiment bien choisi, en fait, parce qu'on va errer pendant un long moment dans l'hôpital. On va, on vient, on est dans la salle, les infirmières et les médecins ont été les infirmières ont été extraordinaires. Ça a vraiment été notre deuxième famille pendant des mois et puis on va passer un long moment avec elles pendant cette soirée-là. Merci d'avoir partagé ça, hem, avec, avec cette simplicité, cette sincérité. Bah, c'est Tu parce qu'en évoquais à fait, l'instant pardon, c'est vas-y. non, non, mais c'est tellement, il y a tellement de familles qui vivent ça que je sais que quand on se le raconte entre nous, entre personnes qui avons vécu ça, on utilise souvent les mêmes mots, on utilise souvent les mêmes ressentis, on parle du même ressenti, on se retrouve en fait et et ça nous fait du bien, ça nous permet de revivre aussi, quand on revit ces moments-là, quand on en parle, c'est pas forcément toujours de la tristesse, c'est que ça nous reconnecte à ce moment, mais ça nous reconnecte aussi aux gens qu'on a perdus et on revit ça nous de revivre ce moment-là, moi, d'un seul coup, ça me tu vois, quand je te dis: «J'ai remis mes mains sur sa cuisse», au moment où je t'en parle, je dans ce j'ai mes mains sur sa cuisse et voilà, je revis ce moment-là. J'ai l'impression de la toucher, donc ça me fait du bien, en fait. C'est un sujet que je commence à peine à toucher du doigt, que je découvre, avec lequel je suis pas du tout familier Mmh mh. et qui notamment, en fait, ma curiosité est née, de mon entretien avec Julie Imbart, Mmh. lors d'un épisode précédent, donc Julie a perdu son père, elle aussi dans ses bras, Mmh. puisqu'elle était là au moment où il est mort, dans des circonstances, très brutales, et quand elle raconte l'après, quand elle fait son récit, c'est quelqu'un qui explique qu'elle est très intéressée par, tout ce qui est quantique et les mathématiques quantiques, tout le rapport au temps, le fait que le temps soit pliable et cetera et la manière dont finalement on découvre aujourd'hui, parce que de ce que je comprends, encore une fois, je suis assez ignare en la matière, mais il y a une vraie révolution silencieuse qui se produit en ce moment sur la manière dont on découvre, on redécouvre et on comprend l'espace-temps et donc il y a notamment un phénomène qui s'appelle les synchronicités Mmh. et qui finalement si j'essaye l'expliquer avec mes mots de béotien, c'est finalement un espèce de pont, une passerelle qui s'établit entre 2 moments qui sont, ou 2 ou 2 personnes ou autres qui sont totalement séparés, soit par l'espace, soit par le temps. J'espère que je dis pas des hérésies, mais c'est comme ça que je l'ai compris et ce que tu viens d'exprimer là, sauf erreur de ma part, bah, c'est une illustration de ça. C'est-à-dire que tu te replonges dans un événement, dans un souvenir, et tu as eu des sensations et ces sensations, tu les ressens aujourd'hui quand on se parle tous les 2. Mmh. Et c'est ce qui peut nous amener à considérer qu'effectivement, bah, le temps, c'est quelque chose d'assez relatif. Et finalement, qu'est-ce qui nous empêche de considérer que ce moment-là, et cette présence, effectivement, tu la vis pas à l'instant où on se parle. C'était la minute scientifique de Nicolas. Mais alors, du coup, pour rebondir sur des sujets qui me sont un petit peu plus familiers, tu racontes enfin, vous racontez d'ailleurs, puisque j'ai aussi entendu ton père témoigner sur la suite, bien évidemment,
de la mort de Laurette et l'impact que ça a eu sur votre famille. Là, je reprends des expressions qui ont été dites par vous, hein. C'est que Mmh. concrètement, d'une certaine manière, la famille explose. Enfin, en tout cas, déjà, le couple de tes parents explose et ils sont amenés à se séparer. Et alors, au cours d'un interview, tu expliquais, peut-être que c'était au début de l'hospitalisation de Laurette, une infirmière était venue vous voir. Alors, je sais pas si, je crois que c'était peut-être ta mère, pour lui dire attention, dans ce genre de circonstances, les couples survivent rarement. Et donc, malheureusement, son pronostic, son expérience, son retour d'expérience s'est révélé Ouais. vrai, confirmé. C'était les bons numéros du loto. Et alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé, sur lequel j'aimerais vraiment qu'on s'arrête. C'est ton père, au cours d'un interview, a dit avec beaucoup d'ailleurs de sincérité, il a dit finalement à partir de ce jour-là, c'est chacun pour soi. C'est ces mots, hein. Chacun pour soi. Et de ce que je comprends qui a été votre histoire par la suite, vous avez eu tous une façon de réagir au drame différente. Lui notamment, il s'est enfermé dans une bulle notamment artistique. Hein, mais il y a eu, si tu m'autorises l'expression, une forme d'égoïsme assumé face à la douleur, face au drame. Quand j'écoute ton père, finalement, me paraît être l'expression d'un mécanisme de survie. C'est-à-dire qu'on devient égoïste face à la douleur pour se préserver. Je veux faire un parallèle avec un auteur enfin un auteur, en l'occurrence un philosophe que tu connais certainement, parce que je crois qu'il a fait des études de philosophie, mais c'est Cicéron. Ouais. Donc pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec Cicéron, donc Cicéron c'était un homme d'État romain Mmh. de l'époque de Jules César. Il était avocat, philosophe, c'était un orateur absolument remarquable. Il a perdu sa fille, qui s'appelait Tullia, qui est morte quasiment en couche. En fait, elle a donné naissance à un enfant qui est mort, et quelques jours plus tard, elle est morte elle aussi. Et là où Cicéron a eu énormément de correspondance, a beaucoup écrit, il a notamment écrit sur la souffrance, il a écrit sur la mort, il y a beaucoup réfléchi, etc. Il y a beaucoup d'allusions au départ de sa fille. Il n'a jamais traité le sujet très directement. Et notamment dans un de ses écrits, où il réfléchit au rapport que l'on a à la souffrance, il explique exactement ce que je viens d'évoquer au sujet alors je dis ton père, mais peut-être pas que ton père, mais de cet égoïsme assumé. Attention, quand je dis égoïsme, c'est pas du tout un mot péjoratif. Il y a aucune connotation négative quand je dis ça, hein. Mmh. C'est l'égoïsme de la survie. Et d'ailleurs, il cite une phrase d'Homère qui dit: «Le malheureux traînait sa tristesse dans les plaines d'Alès, le cœur rongé, fuyant toute trace des hommes». Alors, en fait, c'est vrai qu'après la mort de Laurette, lui, il s'est complètement mis dans sa bulle. Je dois lui reconnaître que pendant la maladie, je lui tire mon chapeau parce que c'est extrêmement difficile de faire des concerts et de chanter «C'est la fête» et «Viva la vida». Ça, je dois dire que j'ai une grande admiration pour lui parce que savoir ta fille dans une bulle stérile, en train de se battre contre la maladie, pendant que tu dois aller aller chanter «C'est la fête» devant des gens qui n'étaient pas au courant d'ailleurs parce que, la maladie a été gardée secrète jusqu'à la fin. Je dois dire que je remercie les journalistes parce que ça n'a pas fuité du tout. Ça, ils ont été vraiment, super bons sur ce coup et ils ont respecté ça jusqu'au bout. Après, il s'est complètement mis dans sa bulle et il a fait preuve d'égoïsme, de lâcheté, de tout ce qu'on veut, de je ne sais pas quoi, mais pour se, protéger ou pour pas ce qu'on voudra. Mais de l'autre côté, il y avait mon frère, il y avait moi aussi parce que j'ai aussi perdu ma sœur. Il a perdu une fille, mais ma mère aussi a perdu une fille et ma mère n'a pas abandonné son fils de 8 ans, mon frère, il avait peut-être 9 ans à l'époque, je sais plus, qui aussi lui a perdu sa petite sœur et ma mère a perdu sa fille aussi. Donc, ma mère a essayé de garder mon frère hors de l'eau aussi. Elle a essayé de garder aussi la tête hors de l'eau et elle s'est retrouvée toute seule, ce qui n'a pas été facile non plus.
et mon frère allait vraiment pas bien aussi parce qu'il comprenait pas l'âge qu'il avait. Hem, Bah, moi non plus, j'allais pas bien, hein. Voilà, j'ai vu ma sœur partir, dans mes bras, donc ça ça n'allait pas bien non plus. Donc mais on devait, voilà, mon père, lui, nous a dit: «Bah, je suis pas capable», dans la maison, il disait, «La maison respire la mort, il y a des photos partout», et on comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup, lui fuyait et qu'on devait excuser ça parce que, il devait sauver sa peau. C'était, on était d'un seul coup, on n'était plus une famille, mais on aurait dû rester une famille unie. Alors évidemment, l'infirmière nous avait dit effectivement tout ce qu'elle avait prédit était exactement en train de se passer. Alors on aurait pu, oui, bah oui, elle l'avait dit effectivement, on était prévenus, on aurait dû se dire: «Ah bah, elle avait raison, elle avait raison». Ça s'est passé exactement, mais en même temps, mon père a tellement peur de la mort. Alors je te dirais même que souvent, et pardon d'avance, les hommes ont peur de la mort parce que ça leur renvoie leur propre mort, et heu, j'ai l'impression que, alors peut-être que c'est une généralité à la con, mais j'en sais rien, j'assume, tant pis. J'ai l'impression que les femmes, comme on donne la vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, bah, quand, on sait que quand il faut, je sais pas, on sauver sa peau, ou, bah, on est capable de faire en sorte déjà de sauver le petit qui est sur le côté là, qui a que 8 ans, 9 ans, et qu'il faut se démerder pour garder la tête hors de l'eau parce que oui, il y en a une qui vient de partir, mais il y en a un autre à sauver là tout de suite, et qu'on n'a pas le temps de se laisser tomber par terre parce qu'il faut garder, il faut rester debout, quoi. On peut pas, jouer les divas à côté parce que c'est comme ça, il faut rester debout. On peut pas s'affaler par terre et puis mourir, ou regarder le ciel en se disant: «Mon Dieu, voilà, on n'a pas le temps, on peut pas. Il y a encore des gens qui sont debout, il y a encore des gens à sauver». Donc peut-être c'est une explication à la con, c'est possible, mais j'ai trouvé ça extrêmement égoïste, et puis il a rencontré quelqu'un après qui l'a sauvé. Voilà. Il a trouvé après une sirène qui l'a sauvé, comme il a dit très bien. Et tout a été mieux à ce moment-là, et qui lui a dit, apparemment elle l'a sauvé des profondeurs. À l'époque, c'était, je pouvais pas voir ça d'un bon œil, quoi. Je pouvais pas voir ça d'un bon œil. Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit qu'il était formidable et qu'elle allait le sauver. On était sur le côté du chemin avec mon frère de 9 ans. Oui, il a sauvé sa peau. Ouais, il a sauvé sa peau, super. Bon, génial, tant mieux pour lui. Moi, je suis tombée enceinte après, je vivais la mort de ma sœur, je voyais ma mère, tenter de s'occuper de mon frère tant qu'elle pouvait, vivre la mort de sa fille aussi, s s heu, se battre contre tout ça, garder la tête, haute, et se battre contre et mener, et créer l'association Laurette Fugain pour, mener le combat que sa fille voulait, mener. Voilà, une guerrière, quoi, une guerrière. C'est très fort tout ce que tu viens d'exprimer et il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens d'exprimer. Le rapport des hommes à la mort, Ah! c'est intéressant. Ah, le rapport Je des hommes à la mort est fabuleux. je Les peux hommes sont prêts à se foutre sur la gueule dans des guerres pour montrer qu'ils sont les plus forts. C'est bestial, moi je dirais qu'il y a c'est si je peux me spontané, en fait. hasarder une théorie pour revenir sur, les femmes qui peut les caractériser par rapport au fait qu'elles donnent la vie, un élément que tu as soulevé tout à l'heure. Mmh mh.
Je dirais que c'est pas forcément le fait de donner la vie qui donne un rapport à la mort différent, c'est plutôt un rapport au sacrifice. Il y a naturellement et instinctivement chez la femme, effectivement, une prédisposition au sacrifice qu'il n'y a pas chez l'homme. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est un peu différent d'un rapport direct à la mort. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit par rapport à la réaction de ta mère, et la réaction de toute la famille d'ailleurs, c'est une chose dont je suis absolument convaincu et dont je ne cesse d'être convaincu en écoutant mes invités, c'est la vertu de l'action Mmh. face au traumatisme, face au drame, face à la blessure. Enfin, ta mère s'est mise tout de suite dans une Mmh. action d'être avec vous, d'être à vos côtés, de pas vous lâcher. Et puis en plus, il me semble que je crois que l'association, ta sœur est morte en mai et l'association était montée en septembre. Ouais, c'est ça, septembre, octobre, ouais. C'est le lendemain. Si je te pose la question, est-ce qu'elle s'est pas sauvée Ah bah si, par tout bien ça? sûr. Ah bah évidemment. Ah bah elle ne tient que parce qu'il y a l'association, c'est bien sûr, c'est son moteur. C'est sa raison d'être. Et tu as eu cet instinct toi aussi puisque, et notamment tu vivais très mal ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens venaient te demander comment allaient tes parents, mais ils ne demandaient pas à toi ou ils ne demandaient pas à ton frère. Et tu as eu cette phrase aussi très belle, on a été les oubliés de la douleur. Et Ah donc oui, c'est ouais. là où tu décides de tracer ta route pour survivre. Oui, oui, les gens venaient me voir tout le temps pour me demander comment allaient mes parents, puis évidemment, surtout comment allait mon père, parce que tout le monde voulait savoir, comment ça souffre, un artiste. Puis, et je me disais parce que moi, en fait, on se disait: «Oh, Marie, elle est grande, Marie, elle a sa vie». Et je me disais: «C'est dingue ça». Marie, elle a sa vie, Marie, elle a 28 ans, c'est bon quoi, elle a pas mal. Mais je me disais: «C'est incroyable, je viens de perdre ma sœur, je viens de perdre la personne avec laquelle j'allais vivre le plus longtemps». Je veux dire que c'était avec elle que je devais faire ma vie, en parallèle quoi. On aurait dû avoir des enfants quasiment en même temps, on aurait voilà, j'aurais dû avoir des neveux, des nièces, elle aurait dû être là à mon mariage, elle aurait dû garder mes enfants, ça m'aurait fait plaisir. Et là, je n'avais que des gens qui venaient me demander comment allaient mes parents. À aucun moment on me dit: «Et toi, ça va?» Parce que j'étais quand même avec elle quand elle est partie. Non, non, pas grand-chose quoi, rien. Quand, bon, j'ai mis 10 ans à écrire le bouquin et je me suis effectivement, je me suis vidée d'un truc. Je me suis dit: «Mais il faut que voilà, je vais le dire quoi». Puis j'ai effectivement dans le livre, j'ai aussi dit à mes parents: «Vous vous rendez pas compte, mais quand vous disiez: "Je suis mort avec ma fille", mais ça me faisait tellement mal, mais mal!» Alors c'est pas un livre où je règle mes comptes, hein, parce que j'ai essayé de mettre de l'humour dedans, parce que j'avais pas envie de régler mes comptes. Je suis pas ce genre de fille, puis j'avais pas envie non plus de faire du pathos. Je voulais rendre ça léger parce que des livres de pathos, c'est bon, il y en a 10 000 à l'appel, on n'a pas besoin. J'avais pas envie de faire pleurer les gens du tout. Je voulais que ce soit un truc d'espoir, au contraire, de dire aux gens, bah voilà, on peut on vit après, voilà, la vie continue, la vie continue. De toute façon, la vie continue. On a une mission sur terre, c'est de vivre. Tant qu'on est debout, on vit. La vie est un luxe. Voilà, ma sœur n'a plus ce luxe-là, nous on l'a. Donc c'est important, chaque anniversaire est un cadeau et d'ailleurs ça m'énerve les gens qui disent: «Oh non, moi je fais pas mon anniversaire», mais bordel, si tu es en vie, faites-le. Ça il y a tellement de gens qui n'auront jamais le luxe de le fêter, faites-le et c'est voilà, c'est important pour moi et j'avais envie d'écrire ce bouquin pour, de et puis de le faire aussi pour mon frère parce que il y a un moment où Laurette est devenue pour Alexis qu'une photo sur un flyer de l'asso ou sur, tu vois, des petits gadgets, des petits nounours de l'association et je voulais lui dire qui était sa sœur. Sa sœur, c'était avant tout une fille, sublime, brune, avec du caractère, à la fois drôle, à la fois, pétillante, chiante, une fille normale, quoi et pas seulement parce que quand les personnes ne sont plus là, on les idéalise vachement, tu vois? Même parfois, je dis à ma mère,
parce qu'elle me dit: «Ah mais Laurette», oh, j'ai dit: «Oh Dieu, ça va, hein, Laurette, elle était aussi géniale qu'elle était chiante, donc arrête d'idéaliser, non mais parce que d'un seul coup ça devient, la Vierge Marie». Je dis: «Non, non, attends, c'est Laurette, elle était comme ça, oui, mais elle était aussi comme ça». Et je dis: «C'est important aussi pour Alexis, qui l'a connue beaucoup moins longtemps que moi, de savoir que sa sœur était aussi géniale qu'elle était chiante, parce qu'il doit se construire lui aussi avec tout ça. Il faut pas, se construire dans l'ombre de quelqu'un qui va croire, enfin, dont tu pourrais croire qu'elle était que géniale. Non, il faut qu'il sache qu'elle était tout à la fois. C'est important pour lui aussi, parce que sinon ça fait, quelque chose à atteindre qu'il n'atteindra jamais dans sa tête. Donc voilà, c'était important pour moi de lui dire tout ça, et j'espère juste qu'il a lu mon bouquin, c'est tout. Tu lui as pas posé la question? Si, mais il peut me mentir. Non, quand il est sorti, il était encore jeune. Mais voilà, j'ai fait ça, et puis ça a été super, parce qu'en fait, honnêtement, quand je l'ai écrit, je savais pas trop qui ça allait toucher. Je l'ai plus fait pour moi, en me disant: «Bon, bah, écoute, on m'a proposé de le faire, je le fais», mais je savais pas trop. Et puis en fait, j'ai reçu tellement de lettres, tellement de mails, et tellement, puis c'est un bouquin qui se passe de la main à la main quand les gens en ont besoin. C'est un bouquin médicament, et je trouve que c'est la plus belle destinée qu'il peut avoir. C'est pas un bouquin, qui se vend que pendant un temps. C'est un bouquin que les gens se donnent et s'offrent quand ils en ont besoin. Et souvent, les gens m'envoient un petit mail, sur les réseaux, un petit message en me disant: «J'ai des amis qui ont perdu telle personne ou leur enfant, machin. Est-ce que tu crois que je peux leur offrir ton livre maintenant, ou est-ce que j'attends un petit peu?» Et je leur dis: «Ben, attends un petit peu, mais donne-leur, mon adresse mail, et puis si jamais ils veulent me contacter, voilà, moi, je peux parler avec la personne et tout ça». Donc ça, moi, j'aime bien. Je suis toujours très disponible pour, les enfants ou les ados qui ont perdu leur frère ou leur sœur, et je parle avec eux, dès qu'ils en ont besoin, en fait. Ah, je mettrai bien évidemment la référence de ton livre dans les références de l'épisode. C'est un livre qui s'intitule Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais. Pourtant, Laurette était ma sœur, paru en 2012 aux éditions Michel Lafon. Ce qui m'amène à rebondir sur justement l'influence, le rôle qu'a eu ce travail d'écriture par rapport à la souffrance que tu subissais. Tu as dit qu'il t'a fallu 10 ans pour accepter sa mort. Là où j'ai envie de t'interroger, pardon, je reviens sur Cicéron. Il a écrit sur cette idée un peu reçue selon laquelle le temps aide. C'est le temps qui aiderait à vivre avec ou à amoindrir certaines souffrances. Mmh. Et lui, il prend un peu le contre-pied de cette approche et il dit la chose suivante, que je cite, pour pas trahir sa pensée. Le point qu'il faut absolument souligner, c'est que bien que le temps efface la souffrance, ce n'est pas la durée en soi qui a ce pouvoir, mais une longue réflexion. Si l'objet et le sujet de la souffrance restent les mêmes, si aucun changement n'est intervenu tant du côté de l'objet douloureux que du sujet souffrant, comment la souffrance pourrait-elle se transformer? C'est donc bien le fait de méditer longuement sur l'événement, en le dissociant de toute idée de malheur, qui apporte un remède à la souffrance et non l'écoulement du temps lui-même. En fait, ce qu'ils disent, c'est que on a l'impression que c'est le temps, mais c'est ce qu'on fait ou la manière dont on réfléchit à ce qui s'est passé, aux conséquences. C'est la réflexion qui aide finalement Mmh. pas à faire disparaître, parce qu'on ne disparaît bien évidemment jamais cette souffrance Non. et ce manque, etc. Mais à apprendre à vivre avec. Oui. Est-ce que du coup, toi qui as vécu exactement ça, c'est-à-dire un manque qui doit s'apprivoiser, c'est toi qui as Mmh. dit cette phrase aussi, que je Absolument. trouve absolument remarquable. Le manque doit s'apprivoiser. Est-ce que tu confirmes que finalement le travail d'écriture et la réflexion que ça t'a imposé, parce que quand on écrit, on est obligé de réfléchir. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle. D'ailleurs, il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui s'en souviennent. Mais bon, bref, euh, est-ce que comment tu as vécu ce travail d'écriture par rapport à ton rapport à la souffrance? En fait, quand Laurette est partie, il y a des choses que j'ai très mal vécues. Alors d'abord, au début, je répondais beaucoup aux gens, pour l'association, par exemple, je répondais beaucoup aux gens, qui envoyaient des messages, et j'ai très vite arrêté, parce qu'en fait,
j'étais pas capable, quoi. J'étais enceinte et puis, j'étais pas capable de répondre aux gens sur la leucémie et puis, en fait, c'était, 2 émotions totalement contradictoires. Donc, je voyais bien que ça collait pas, une émotion ne collait pas avec l'autre. Donc j'ai arrêté. C'était trop difficile pour moi. Et puis, après, je vivais aussi très, très mal les gens, qui, des gens très proches qui me disaient: «Ah, j'ai rêvé de Laurette, machin», tout ça. J'avais l'impression qu'on m'enlevait un peu plus de ma sœur, parce que moi je rêvais pas de Laurette. Elle me manquait terriblement et je ne rêvais pas de ma sœur. Je savais même pas pourquoi les autres rêvaient de ma sœur. Je je me l'explique toujours pas. J'étais en colère, j'étais dans la période de la colère. Je ne comprenais pas comment j'allais réussir à vivre sans elle. J'étais dans cette colère que je j'arrivais pas à contenir. J'étais triste, j'étais en colère et je m'en voulais d'être en colère parce que j'étais enceinte. Donc j'étais dans ces émotions qui me rendaient, j'avais l'impression d'être une mauvaise maman déjà, tu vois? J'appelais ma mère en larmes et je disais: «Maman, je j'ai peur que mon bébé ressente tout ce que je ressens». Et elle me dit: Marie, cette grossesse, c'est toi. Ta sœur, c'est toi. Ton bébé, il sait déjà tout ce que tu es et c'est un début de grossesse très particulier et j'étais, le tout début, j'étais pas bien, quoi. Tout cette, j'avais cet amour pour cet enfant qui arrivait et en même temps, cette tristesse de pas vivre ça avec ma sœur et cette colère que j'avais contre la vie de m'avoir enlevé ma sœur alors que je vivais le plus grand bonheur de ma vie d'être enceinte. C'était très chaotique au départ. Et puis, le temps a passé et j'ai eu mon bébé et puis je dois bien te dire que il y a eu un moment. Moi, je suis complètement agnostique, mais il y a quelque chose qui m'éclate dans la vie, c'est tout ce qui est spirituel. La vie après ou pas, tout ce qu'il y a après. Mmh, voilà, tout ce qui se passe, les la voyance, les choses comme ça, tout ça. Ça, c'est un truc qui me fascine. Pas après mon premier, mais après mon deuxième enfant. Donc, Elliot avait 3 ans quand, j'ai accouché de mon deuxième enfant, Sam. Et il y a un voyant qui vient, chez ma mère, je connais pas, elle non plus d'ailleurs, bon. Et puis, elle me dit: «Est-ce que tu veux faire une séance?» Je lui dis: «Bah, écoute, oui, pourquoi pas». J'avais déjà eu, Sam et elle me dit: «Apparemment, il a le don de médiumnité», le don, j'ai dit le dion, non, le don de médiumnité et je dis: «Super», donc il est censé voir les âmes et leur parler. Je dis: «Super». Moi, je voulais qu'un truc, c'était parler à ma sœur. Je me foutais du reste, je me foutais des cartes, ça m'intéressait pas. Mais je voulais parler à ma sœur, je voulais que voilà, je voulais quelque chose. Et bon, je fais la séance. Au début, on fait les cartes, machin et tout ce qu'il me racontait, en fait, je l'écoutais pas, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il me parle de ma sœur. Et puis, au bout de, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, j'écoutais pas du tout ce qu'il me raconte et là, il s'arrête et il me dit, «OK, je veux pas t'angoisser ni te faire peur, mais en fait, il y a ta sœur derrière toi». Et là, je me dis: «Ah, enfin, putain, ça y est, c'est bon». Je me redresse comme ça sur le sur ma chaise et je dis: «Bah, qu'elle vienne, je sais pas, qu'elle vole, enfin, je sais pas, elle se déplace comment? Qu'elle s'approche». Et elle s'approche, je sais pas, elle vient en char, je sais pas comment elle se déplace. Elle s'approche et il commence à me dé c'est lui qui fait l'intermédiaire évidemment, parce que moi je parle pas ange ni âme et il commence il commence à me dire des phrases un peu banales du style, ah elle dit, «Est-ce que tu te souviens quand on jouait dans le lit des parents?» Enfin bon des trucs, super, banals quoi. Et là je me dis: «Oh putain, j'ai pas attendu tout ce temps pour qu'elle me raconte des fadaises comme ça,
Donc je suis un peu déçue. Tu te souviens quand on jouait dans la piscine en Corse, bon, mais en même temps, n'importe qui, nous connaît, sait qu'on a une maison en Corse, on a une piscine en Corse. Enfin bon, voilà, c'est des et comme je suis très branchée sur, l'au-delà, mais je suis très cartésienne en même temps, parce que j'ai vraiment les pieds sur terre. Donc on peut pas trop m'avoir avec ce genre de plan. Donc je lui dis: «Ouais, bien sûr, ouais, on a une piscine, ouais, on jouait dans la piscine, ouais, ça c'est effectivement, ouais, ça c'est sûr». Et puis, bon, au bout de 4 minutes, elle a dû se dire: «Putain, je l'accroche pas du tout avec ce que je raconte» et elle dit au médium non, le médium me dit: En tout cas, elle est très contente que tu portes sa bague» et là, j'ai des frissons qui me parcourent, mais tout le corps. Personne ne sait que j'ai sa bague. Je n'ai rien pris à ma sœur après qu'elle soit partie, sauf une bague qu'elle avait, une bague Agatha avec rien dessus, mais c'est la seule qu'elle portait tout le temps. Ma mère n'est pas au courant. Je l'ai récupérée 3 jours avant de chez le joaillier parce que je l'avais fait polir, enfin machin, un truc, me remettre un petit peu en état. Et lui, je le connais pas, donc il sait pas que j'ai sa bague. Et je l'ai à ma main. Et là, je me dis, waouh! Et j'en ai les larmes qui montent. Et je me dis, OK, donc, elle est vraiment là parce que personne ne sait que j'ai sa bague. Le mec, il peut pas savoir que c'est sa bague. Je suis mariée, ça peut être n'importe quelle bague. Et je suis mais complètement retournée, quoi. Et à ce moment-là, toute ma vie change. C'est-à-dire que je me dis: «Elle est là et ça veut dire que je peux lui parler» et à partir de ce moment-là, je sais que je peux accepter sa mort parce que je sais qu'on pourra se reparler. Je sais qu'on pourra de toute façon communiquer. Je sais que sa mort n'est plus une fin, c'est juste un passage. Et elle me dit parce que je lui dis, parce qu'à ce moment-là, je parle vraiment avec elle. Je dis: J'aurais tellement voulu que tu vois mes enfants». Elle me dit: «Mais je les connais tes enfants. C'est moi qui te les ai envoyés». Elle me dit: «Sam, c'est mon ange du ciel. C'est l'enfant que j'aurais voulu avoir et je comprendrai plus tard ce que ça veut dire». Parce que Sam m'a dit des phrases plus tard qui m'ont éclairée sur ce qu'elle a voulu me dire, en fait. Sam m'a prononcé des phrases au moment où j'ai découvert des choses sur mon mari quand j'ai découvert que mon mari, en fait, s'était servi ailleurs. Mon fils m'a dit un truc un jour, j'étais sur le cul et c'est à ce moment-là que j'ai accepté et que j'ai pu écrire et que j'ai continué à vivre en acceptant sa mort. C'est ça qui a tout changé. Ça a tout changé. Elle était, j'ai appris après, je me suis complètement ouverte à ce monde-là. Je suis hyper, encore une fois, super cartésienne, mais je travaille 2 sphères, voilà, 2 plans, 2 plans différents. Mais je garde les pieds sur terre, je garde vraiment les pieds sur terre. Mais je ne suis pas folle, vous savez. Et Non, non, mais ça me permet d'être à l'écoute comme jamais je ne l'ai été, de beaucoup plus de choses d'ailleurs. moi, je suis comme toi, je ne suis pas, enfin, je ne suis pas croyant et j'ai une approche que je veux assez humble par rapport à tout ça. On peut assumer le fait de pas croire en un Dieu tel qu'il est représenté par certains ou par d'autres, mais il faut être très humble avant de pouvoir dire, bah non, ça n'existe pas, ça c'est pas possible, ça c'est de la flûte, ça c'est un truc de hippie, etc. En fait, il faut totalement assumer son ignorance et, euh, et quand même rester relativement ouvert. Donc, euh, donc non, je ne te prends pas pour une folle, même si tout ce passage sera bien évidemment coupé au montage, parce que sinon je vais perdre. Non, je plaisante. Je vais t'interroger comme je le fais quasiment à chaque fois pour tous mes invités sur mon fameux tableau. Mmh. Ce tableau qui est une représentation d'une vie potentielle. Chaque ligne représentant une année, chaque colonne représentant une semaine. OK.
C'est 80 ans. C'est totalement arbitraire, hein. Bah, quand je vois un tableau comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un enfermement. C'est trop petit, ça m'étouffe. Je sais que j'aime pas être dans des grilles, j'aime pas être dans des cases. C'est je sais pas, je c'est trop c'est trop fermé, en fait. Puis c'est noir et blanc. Ça manque de couleur. C'est pas la même en arc-en-ciel. Pour conclure, je te propose d'abord de parler de ton actualité. Mmh. Alors, ben, moi, je vais être en tournée, à partir de septembre jusqu'en février, dans toute la France, Suisse, Belgique, avec une pièce de théâtre qui s'appelle Conseil d'amis. Donc, je mettrai, les dates, que j'aurai bientôt sur, mes réseaux sociaux, Insta, Facebook, dès que j'aurai les dates. Et puis il va y avoir aussi les 20 ans de l'association. Bah, c'est un peu toute l'année en fait. On a mis des petits films d'anniversaire et puis il y aura une grande soirée en fin d'année. Je vous donnerai aussi la date pour les 20 ans. Voilà, pour les 20 ans de l'asso, ça c'est un truc assez incroyable, 20 ans. Je m'en remets pas encore, mais 20 ans. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant de la grande soirée qui se passera, et qui aura lieu aussi. Je pense qu'il y aura quelque chose sur les chaînes télé, au fur et à mesure, mais on est en train de tourner aussi. On va tourner, courant, avril, fin avril. Là, on est en train de répéter, un moyen métrage, pour l'asso aussi avec plein d'artistes. Ah, super. Et je complète en précisant que bien évidemment, je mettrai le lien vers le site internet de l'association, que c'est extrêmement simple de faire des dons, c'est extrêmement Ouais. simple d'adhérer. Il y a aussi des liens pour identifier les endroits où on peut aller donner son sang Son et sang ses et plaquettes. ses plaquettes, ouais, Voilà. surtout s'inscrire sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse parce qu'on en manque beaucoup et les vacances vont bientôt arriver, que ce soit Pâques ou surtout cet été. Et n'oubliez pas d'aller donner vos plaquettes pendant les vacances parce qu'en général, on en manque beaucoup l'été puisque évidemment les gens partent. Et même sur vos lieux de vacances, vous pouvez donner vos plaquettes dans les centres EFS, qui sont les centres de l'établissement français du sang, parce que on en manque toujours, voilà. Et vous ferez une merveilleuse action de votre vivant. Mais c'est surtout qu'on manque beaucoup de plaquettes. Les plaquettes servent à la coagulation et le sang se garde 3 semaines, 3 à 5 semaines, je crois. Les plaquettes se gardent beaucoup moins. Les plaquettes se gardent 5 jours et c'est de plaquettes dont on a besoin essentiellement. Donc, et les plaquettes, quand vous faites un don de plaquettes, ça monte immédiatement en chambre tellement on n'a pas de stock. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment les plaquettes et la moelle osseuse. Vous vous inscrivez sur le registre de donneurs de moelle osseuse. Je peux vous assurer qu'on en a beaucoup besoin. On a beaucoup besoin de gens métissés parce qu'on est vraiment un pays de gens métissés maintenant. On a besoin de gens métissés et beaucoup d'hommes. Marie, merci infiniment Merci Nicolas. pour cet échange. Euh, C'était vraiment chouette de t'écouter Ouais. et c'était chouette Tu vois, que Twitter, ça tu... mène à tout, hein. Les Twitter, ça peut mener à tout. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Quelle rencontre Que fortuite. Ah, mais c'est un truc de dingue. On peut en parler 2 secondes. C'est Ouais, quand même ouais, assez amusant parce que c'est vrai que en plus moi je suis jamais très tendre avec les réseaux sociaux et il faut dire que là c'est un hasard absolument hallucinant puisque je me balade sur Twitter à l'occasion des nombreux tweets qui ont été générés à la suite de cette déclaration, bah, justement de Sandrine Rousseau, qui expliquait qu'elle voulait créer un délit de non-respect, de non-répartition équitable des tâches ménagères. ouais. Donc forcément là, bah, c'est un peu l'éclate parce que tout le monde y va de sa petite joke face à un truc aussi improbable que celui-là. Oh, Et en fait, je vois un de tes tweets où oui, parce qu'en plus, ça se croise avec l'annonce ce jour même de la fermeture des écoles en Afghanistan. c'est ça. Timing assez redoutable pour Sandrine Rousseau, faut le dire, enfin, pour les jeunes filles en Afghanistan aussi, mais C'est pour ça. Sandrine Rousseau sur Twitter. Et du coup, on se retrouve en fait. Je crois que j'ai répondu à un de tes tweets drôles, Ouais. et ensuite tu m'as répondu. Et après, j'y suis allé au culot et grâce à Instagram, je t'ai écrit.
Ouais. Et en l'espace de 2 jours, on s'est parlé et en l'espace de quelques jours, on vient de faire cet entretien comme quoi, Comme quoi, voilà, ça mène à tout. les ça mène à tout. Les réseaux, ça crée quand même, une proximité qui est assez dingue et c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion avec un de mes invités qui est Sébastien qui perd progressivement la vue et qui nous exposait à quel point les réseaux aujourd'hui étaient devenus salvateurs pour les personnes en état de handicap, Ouais. puisque ça leur permet d'avoir accès, de communiquer de manière beaucoup plus libre que quand ça n'existait pas. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc voilà, il y a bien sûr bien de choses, plein de choses négatives avec les réseaux, mais il y a aussi des choses positives et tu en fais partie, Marie. Bah, écoute, c'est gentil, de même pour toi. À très bientôt. À très bientôt Nicolas.